Donc, aujourd'hui, on est en comité des partenaires. Alors, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu, le comité des partenaires. Puis, pour ceux qui le rejoignent, ce comité-là, il existe depuis le début du projet sur les obligations OTIES. Puis, il vise vraiment à partager auprès des partenaires principaux de l'écosystème les avancées de nos travaux sur les obligations communautaires, mais maintenant plus largement sur la finance participative. Il vise à maintenir une vision commune aussi de l'usage de ces outils et puis à échanger ensemble sur les enjeux, puis comment dire, récupérer un petit peu vos analyses, vos commentaires, votre expertise aussi pour faire avancer ce dossier plus largement. Donc là, c'est un comité particulier, en tout cas pour moi, parce que c'est le dernier comité des partenaires en tant que tel, en tout cas dans le cadre du projet financé par le ministère de l'économie et de l'innovation. Vous le verrez par la suite, on suggère de maintenir un rendez-vous annuel pour continuer à avoir cette vision commune. Mais là, c'est vraiment la fin officielle du financement par le MEI. Donc, c'est pour ça qu'on va vous présenter un peu rapidement le bilan parcouru depuis 2016. Ensuite, Kevin fera un point sur les travaux en cours et on finira avec Charles sur les suites et les perspectives quant aux travaux qu'on pourrait poursuivre sur cette question-là. On a Ahmed de Micro-Entreprendre qui nous rejoint. Donc, je vous suggère, Charles va comme regarder un peu dans le clavardage ce qui se passe, mais on vous suggère trois moments d'échange principaux, donc après le bilan, après les travaux en cours, puis après les suites et perspectives. Donc, n'hésitez pas, c'est ce qu'on veut, avoir vos commentaires, vos questions, vos bonifications. On aura des périodes d'échange pour ça. Donc, je commence. Alors, depuis 2016, j'ai intitulé ça de la modélisation à la pérennisation parce qu'en 2016, on avait essentiellement juste quelques initiatives d'émission d'obligations communautaires. Puis l'objectif qu'on s'est donné à ce moment-là, soutenu par le MEI, c'était vraiment de modéliser le processus d'émission d'obligations. Donc, on avait 1 an et demi pour voir un peu qu'est-ce qui se passait au Québec déjà, qu'est-ce qui se passait en Ontario, ailleurs dans le Canada, en Europe, faire une veille un petit peu de tous ces usages. Puis le choix qu'on a pris, c'était d'accompagner 4 entreprises pilotes dans leur processus, donc le Théâtre Impress, le B7, le Cinéma du Parc et le Grand Costumier. Et le but, c'était en les suivant et en les accompagnant, de pouvoir encore mieux comprendre comment fonctionnait un processus d'émission et de produire, à l'issue de cet accompagnement-là, un guide d'émission. Donc le guide d'émission qui a été produit et diffusé en 2017, puis qui contient 5 livrets qui à la fois donnent un tour d'horizon de ce que sont les obligations, mais aussi qui vont jusqu'à aider à réfléchir, à savoir si c'est l'outil le plus pertinent, puis concrètement comment on s'y prend pour émettre. Durant cette même année, on a aussi, parce qu'il y avait eu une demande à cet effet, on a aussi produit un guide plus succinct, plutôt un 101 sur le financement participatif. Et puis tout au long de cette année-là, on a organisé, à la demande souvent des pôles ou d'autres partenaires, des séances plus d'information pour tenir justement informés sur cet outil innovant qui apparaissait au Québec, un peu dire de quoi il leur sortait. Donc on a organisé une vingtaine d'activités, je dis plus d'information parce qu'on ne rentrait pas à ce moment-là tant dans la formation, on était plutôt de l'ordre de la sensibilisation à cet outil. Donc, on a réalisé ça dans 11 régions du Québec. Puis, à la sortie des 4 projets pilotes, il y a eu pas mal d'activités médias aussi suite à ces premières émissions, finalement. Donc, cette année et demie de modélisation, ça a été vraiment un moment fort de co-construction, de systématisation, ce qu'on appelle la systématisation, la modélisation, puis le souci de commencer le transfert et l'information. Alors, c'est ça, cette diapo-là, elle avait circulé au départ, c'était un peu l'image qu'on se donnait. Donc, notre point de départ, qui était quelques initiatives ponctuelles, un comité des partenaires de l'ensemble de l'écosystème, en tout cas avec une grande partie de l'écosystème de l'économie sociale puis de la finance solidaire, qui suivait les avancées de nos travaux, puis vraiment la coproduction de connaissances et de transferts avec nos entreprises pilotes. Puis le but, ça a été de produire en extrant un guide d'émission, puis une boîte à outils, puis de commencer à présenter plus largement.
La deuxième phase, donc, a commencé en mars 2018, en fait un peu plus tôt parce qu'on a commencé avant d'avoir le financement, l'annonce du financement, donc en début 2018-2020. L'idée, l'objectif, c'était vraiment de déployer cette fois plus largement, puis de commencer à penser à pérenniser cette pratique-là. Et puis plus largement que les obligations, on a commencé à parler de l'ensemble de la finance participative en économie sociale, voyant qu'à travers nos activités d'info revenait beaucoup la question des parts, puis qu'on s'est beaucoup inspiré aussi des parts pour penser les obligations. Donc on sentait qu'il y avait un enjeu là de penser plus largement sur la finance participative en économie sociale, comment ça complète le reste de l'écosystème financier de la finance solidaire. À ce moment-là, on avait deux objectifs principaux. Outiller et renforcer les capacités de l'écosystème de soutien. Donc, il y a toujours d'ailleurs différentes fonctions associées à ça. Outiller ceux qui informent, juste qui relaient, qui parlent de la finance participative, référer, ceux qui réfèrent, puis ceux qui concrètement vont accompagner les entreprises dans leur processus d'émission. Donc, c'est des rôles différents qui ne demandent pas le même degré de compréhension, d'appropriation, ni le même temps, mais on trouvait important de penser à ces trois niveaux-là. Et le deuxième objectif, c'était vraiment de penser au déploiement, à la pérennité de ces pratiques. Puis déploiement, on parle à la fois de les consolider, de les développer, mais aussi d'anticiper la diversification des usages possibles. Donc ça, cette deuxième phase, ça a vraiment été une phase de transfert actif, puis de développement. Alors pour ce premier objectif qui était d'outiller, de renforcer les capacités de l'écosystème, on a pris le parti, OTIES étant un organisme de transfert et de liaison avec un temps limité d'implication dans les projets, que c'était important, si on voulait penser au long terme, de maintenir un haut niveau d'expertise à l'échelle provinciale. Donc, on a travaillé en étroite collaboration pendant toutes ces 2 années. En fait, Charles et moi, on a travaillé très étroitement ensemble pour que justement, tranquillement, on passe le relais au chantier pour qu'ils deviennent cette référence, surtout au niveau des obligations communautaires, pour toujours être en support au territoire, garder cet œil-là, cette veille sur les nouveaux usages. Donc, l'idée a été de passer un peu la main puis de transférer en pensant que c'était important qu'au Québec, on maintienne ça sur du moyen long terme. Le deuxième volet, c'était justement comment on favorise l'appropriation dans les territoires par les organismes de soutien et les entreprises d'économie sociale. Alors, le parti pris qu'on a eu cette fois-ci, ce n'était pas d'avoir une cohorte d'entreprises, mais c'était d'avoir une communauté de pratiques pilotes où là, notre objectif était vraiment d'outiller les relayeurs, les accompagnateurs. Donc, on a animé une communauté de pratiques en 2018 où on avait des duos ou des trios de pôles et d'accompagnateurs et d'une entreprise qui comptait émettre. Et donc, on a organisé à la fois en physique, parce que c'était possible à ce moment-là, puis en virtuel, des ateliers et des webinaires sur tout le processus, qui suivait tout le processus d'émission, donc pendant 9 mois. Ça a vraiment permis de consolider le transfert de connaissances. Puis, il y avait Joël, par exemple, qui a participé à cette communauté de pratique-là. Anil était là aussi. Il y avait 9 territoires québécois. Donc là, on a vraiment élargi le spectre. Puis suite à cette communauté de pratique pilote, c'est là qu'on a comme transféré un petit peu le tout à travers une communauté de pratique plus virtuelle, à travers Passerelle, dédiée là pour le coup uniquement aux professionnels. Puis le but, c'était vraiment qu'entre professionnels, entre pairs, ils puissent s'échanger les bonnes pratiques, s'échanger, se questionner, que là, on puisse mettre tous les outils disponibles et notamment les gabarits, puisqu'on trouvait que c'était important que les gabarits ne soient pas dans la nature comme ça, mais passent vraiment par le réseau des accompagnateurs, puis que la communauté de pratique passerelle soit un peu le centre, le lieu névralgique pour les accompagnateurs, les professionnels. Donc actuellement, il y a une trentaine de professionnels membres de cette communauté de pratique, puis on pense que c'est vraiment amené à s'élargir plus largement durant la prochaine année. Le troisième volet pour favoriser l'appropriation, on a continué d'être pas mal sur le terrain durant les 2 dernières années, avec une vingtaine d'activités. Là, j'ai mis d'informations, mais pour le coup, on était beaucoup plus sur de la formation. Et souvent, c'était à l'initiative des pôles avec leur réseau d'accompagnateurs locaux. Donc, vraiment dans le but de, parfois des séances de 2 heures, parfois des ateliers de 2 fois 3 heures, où vraiment on rentrait dans le vif du sujet
et on poussait plus loin l'expertise. Donc ça, on en a organisé une vingtaine dans 13 régions du Québec, puis avec quelques réseaux sectoriels comme Micro-entreprendre, par exemple, ou le CQL, des réseaux en habitation, en revitalisation urbaine, en plus dans le développement communautaire. Alors ça, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on a finalement couvert à travers nos 4 années 15 régions du Québec. Il nous en manque encore quelques-unes, l'Abitibi notamment, mais on y est presque. Et puis, compte tenu du roulement de personnel, dans tous les cas, ça va être des choses à poursuivre. Et que la moitié de ces activités-là, ce n'est pas le TIES qui les a animées, où on était souvent plus en soutien. Mais il y a vraiment eu un relais qui a été pris par le chantier, entre autres, mais il y a eu aussi des activités animées par le risque ou encore la CEDEC de Québec. Donc l'idée était qu'à chaque fois qu'on était interpellé par un territoire, on essaye de voir avec le pôle comment travailler ensemble pour que eux-mêmes s'approprient ces connaissances. Il y a eu par exemple un atelier qui a été co-animé par le CESIM et PME Montréal, donc ça a vraiment été pris en charge par le réseau. Alors, toujours dans l'idée d'outiller, on avait déjà le guide, hein, donc il y avait déjà tout un tas d'outils rendus disponibles. Là, l'idée était de nous préoccuper un petit peu plus des outils qui pouvaient être utiles pour les accompagnateurs. Donc, il y a eu plusieurs, et puis suite à la communauté de pratique pilote, ça nous a permis de raffiner un peu tout ça. Donc, il y a eu notamment un formulaire d'autodiagnostic qui a été utilisé plus ou moins intensément, je dirais. Je ne pense pas qu'il a été utilisé tant que ça. Là, c'est un formulaire très, très détaillé. Avec le site web qui s'en vient, ça va être un formulaire interactif, donc je pense que ça va être quelque chose de beaucoup plus utile, mais qui permet de vraiment s'arrêter sur la question des prérequis de départ. Est-ce que l'entreprise, c'est pertinent ou pas d'émettre des obligations ou tout type de crédit? Il y a eu des gabarits de présentation, des quiz, des modèles et de documentation, puis des gabarits. Donc, je le disais, là, le gros travail de l'année avec Solène, notamment avec l'équipe du TIES, puis les coms au chantier, ça a été la conception d'un site web, l'Ampli, qui est comme pour nous une manière de déployer nos outils de transfert, puis de les rendre plus vivants, plus accessibles et plus évolutifs, parce qu'on le voit au cours des 4 dernières années, il y a eu de nouveaux apprentissages sur les obligations, puis il nous faut des outils qui soient faciles à mettre à jour, puis qui soient accessibles pour les différents publics qu'on vise. Donc là, l'espace web qui s'appelle l'Ampli est dédié à la finance participative en général, donc à la fois au financement participatif, aux obligations communautaires, mais on a aussi ouvert justement sur les parts. Puis l'idée, c'est que en tant qu'entreprise, grand public ou accompagnateur, on puisse trouver de l'information, des ressources de référence et ensuite aller voir la personne appropriée, l'organisation appropriée pour poursuivre la réflexion. Donc ça s'en vient, on finalise tout ça on espère pouvoir lancer l'Ampli début 2021. Le deuxième, là, je vais parler beaucoup de outiller, hein, puis c'est vraiment le cœur de métier du TIES. Donc, c'est ça qui nous a beaucoup préoccupés aussi. Mais l'autre volet, c'était justement le déploiement, puisqu'on a travaillé plus étroitement encore avec le chantier. Le déploiement, puis la pérennité des pratiques. Puis là, l'objectif, c'est à la fois de consolider les obligations telles qu'elles ont émergé au Québec, et notamment à travers ce qu'on parle beaucoup du balisage des bonnes pratiques, puisque les obligations, ça reste un outil peu mature, dans le sens où c'est récent, puis dispensé, donc peu régulé. Donc, c'est à la fois une force, parce que c'est extrêmement flexible, puis ça s'adapte aux besoins des entreprises, mais il y a aussi une faiblesse qui pourrait être une dérive possible ou un abus. Donc là, il y a comment on consolide la pratique, comment on favorise, on permet le changement d'échelle, puis on aide à ce qu'il y ait des campagnes d'envergure. Donc, c'est quoi les mécanismes pour permettre des campagnes d'envergure? Comment on aide aussi à la diversification des usages? On l'a vu, il y a certains OBNL qui ont par exemple utilisé les obligations pour reconnaître le temps des fondateurs. Donc, c'est une autre, on ne parle plus vraiment d'obligation communautaire, mais c'est le titre de créance qui est utilisé à d'autres fins et qui est intéressant pour l'économie sociale. Comment on le documente, on l'encadre. Puis tout le volet, comme je disais tout à l'heure, d'explorer aussi les autres outils de la finance participative. Quels sont les besoins pour mieux les faire connaître? Là, le TIES peut jouer un rôle, peut être en soutien aussi
à ce volet-là. Donc, on a poursuivi nos travaux de veille. On avait eu Jean-Pascal Dumont, que certains connaissent, qui nous a fait une super cartographie, justement, des outils des intermédiaires à travers le monde et comment c'était régulé, encadré. On continue à faire de la veille sur l'ensemble des émissions en cours. Avec SVX, on a tenté justement d'explorer l'usage des plateformes de financement participatif en capital, comment ça se complète, à quel moment c'est utilisé, pour quel type de campagne, pour quel type d'investisseurs. Et puis, avec Télescope, avec Vanessa qui est là, oui, Vanessa a travaillé, Télescope a travaillé sur les besoins en soutien administratif et comptable des organisations, parce qu'on sait que c'est aussi une gage de rigueur et de succès, notamment au moment du remboursement, qui est comme le gage de succès d'une campagne. Donc, elle a exploré un petit peu les besoins des entreprises, puis d'autres modèles comme Tapestry en Ontario pour voir comment eux s'étaient organisés. Et puis, on y reviendra plus tard parce que c'est pas mal le cœur des travaux en cours qui est toute cette idée de comment on peut au Québec trouver notre manière de réguler les pratiques sans aller vers un encadrement rigoureux type réglementation par l'AMF. Donc, comment rester dans un marché dispensé tout en favorisant les bonnes pratiques. Puis, ce sur quoi on mise, c'est l'accompagnement. C'est justement qu'on s'autorégule, qu'on se détermine un standard de bonne pratique, puis qu'on incite à l'accompagnement. Puis pour inciter à l'accompagnement, qu'on ait un programme de bourse et de fonds. Mais je laisse le punch pour mes collègues. Rapidement, un suivi des émissions réalisées. Ça, c'est notre veille à nous, et peut-être qu'il y a eu des veilles qu'on n'a pas vu passer sous notre radar, mais j'y crois peu, mais peut-être, c'est fort possible. Donc, on a comptabilisé 17 émissions d'obligations communautaires pour une émission totale d'1,6 million. J'avais 16 et 1,5 million il n'y a pas longtemps, mais il y en a une qui vient juste de terminer, qui est le Carrefour alimentaire Centre-Sud. Il y a eu des émissions dans 8 régions du Québec, surtout à Montréal, mais il y en a eu un peu partout quand même, en Outaouais, Capitale-Nationale, Laurentides, la Naudière, Bas-Saint-Laurent, centre du Québec. Elles ont été utilisées à différentes étapes de développement des organisations, à toutes les étapes en fait, pour être honnête. Donc c'est là qu'on voit qu'elles peuvent être aussi designées en fonction des besoins des entreprises. Donc au prédémarrage, au démarrage et en expansion. Puis ça va de 12 500 $ pour une petite émission dans le Bas-Saint-Laurent pour compléter un montage financier de 100 000 $ à 540 000 $, principale source de financement en Monterrey-JS à Fredericksburg. Donc il y a toutes sortes, tout un tas de possibles, et ça a été le cas dans les 17 émissions. Le plus souvent en complémentarité, ça a été assez rare que ce soit des émissions seules. Et majoritairement, mais il y a eu 2 récents cas et 2 nouveaux cas justement, là majoritairement des titres non garantis, non sécurisés, à l'exception des 2 campagnes récentes qui étaient sécurisées sur de l'actif. Quelques exemples justement, mais j'en donne que 3, mais 3 récents en fait. Le Carrefour alimentaire, donc, qui vient d'acquérir un local commercial sur Sainte-Catherine, puis de terminer une émission de 105 000 $. Des obligations de 500 $. Les serres urbaines, je pense que c'est en cours, c'est pas fini, Joël, je pense. C'est en cours, hein. Pour un complexe aquaponique. On était plutôt dans du pré-démarrage, là, mais un projet de longue haleine, 70 000 $. Et le jardin des Coquagnes, dont je parlais tout à l'heure, vraiment une émission un peu pour sortir rapidement un foncier agricole du marché spéculatif, donc 540 000 $. Ah, 600 000 $, émis. Moi, j'ai ajouté, en fait, il y avait les débentures, là, plus les Oui. obligations non sécurisées qui s'ajoutaient pour payer le pré-démarrage, mais pour ce qui est du 540 000, ça, c'était des obligations sécurisées là, en premier rang premier et deuxième rang sur l'actif, pour l'achat de la terre. Merci de la précision. Effectivement, 600 000 $. Alors là, puis on pourra, dans la période d'échange, on pourra revenir sur tout ça. L'image de tout ça, de cette deuxième étape, ça a vraiment été un focus sur le réseau d'accompagnateurs. Donc vraiment, travailler à ce qu'eux, à outiller ce réseau-là pour qu'ils puissent être les relais, puis que justement, on puisse bien accompagner nos entreprises sur le terrain.
Donc, à partir du guide d'émission, de la boîte à outils, des présentations, puis les extrants, bah, c'était justement de sortir plus d'outils d'accompagnement, puis d'avoir plus d'accompagnateurs outillés. Puis à terme, puis c'est là qu'on est en fait, puis le terme, il va durer encore, c'était vraiment d'avoir une communauté outillée avec à la fois un guide, des boîtes à outils, des outils pour les accompagnateurs, pouvoir poursuivre nos webinaires, puis nos ateliers de présentation, des balises de bonnes pratiques, puis un site web qui s'en vient. Alors là, on est rendu un peu à l'évaluation de tout ce processus-là, puis aux suites. Alors moi, j'aurais terminé pour ce bout-là sur le cheminement. Je vais peut-être arrêter le partage pour vous voir tous.